Bonjour, aujourd'hui on termine la lecture de Sido suivie de l'Évry de la vigne de Colette. On est arrivé aux 3 dernières nouvelles des annexes. Ça y est, maquillage, 8 avril 1933. À ton âge, si j'avais mis de la poudre et du rouge aux lèvres et de la gomme aux cils, que m'aurait dit ma mère? Tu crois que c'est joli, ce bariolage, ce masque de carnaval, ces exagérations qui te vieillissent? Ma fille ne répond rien. Ainsi j'attendais, à son âge, que ma mère eût fini son sermon. Dans son mutisme seul, je peux deviner une certaine irrévérence, car un œil de jeune fille, lustré, vif, rétréci entre des cils courbes comme les épines du rosier, est aisément indéchiffrable. Il suffirait d'ailleurs qu'elle en appelât à ma loyauté, qu'elle me questionnât d'une manière directe. Franchement, tu trouves ça laid? Tu me trouves laide? Et je rendrais les armes. Mais elle se tait finement et laisse tomber dans le froid mon couplet sur le respect qu'on doit à la beauté adolescente. J'ajoute même, pendant que j'y suis, quelque chose sur les convenances, et pour terminer j'invoque les merveilles de la nature, la corolle, la pulpe, exemples éternels. Imagine-t-on la rose fardée, la cerise peinte? Mais le temps est loin où d'aigrelettes jeunes filles en province trempaient en cachette leurs doigts dans la jarre à farine, écrasaient sur leurs lèvres des pétales de géranium et recueillaient sous une assiette qu'avait léchée la flamme d'une bougie un noir de fumée aussi noir que leur petite âme ténébreuse. Quelles sont adroites nos filles d'aujourd'hui! La joue ombrée, plus brune que rose, un fard insaisissable comblant bleuâtre ou gris ou vert sourd l'orbite, les cils en épingle et la bouche éclatante, elles n'ont peur de rien. Elles sont beaucoup mieux maquillées que leurs aînées, car souvent la femme de 30 à 40 ans hésite. Aurais-je 30 ans ou 40 ou 25? Appellerais-je à mon secours les couleurs de la fleur, celles du fruit? C'est l'âge des essais, des tâtonnements, des erreurs, et du désarroi qui jette les femmes d'un institut à une académie, du massage à la piqûre, de l'acide à l'onctueux et de l'inquiétude au désespoir. Dieu merci, elles reprennent courage plus tard. Depuis que je soigne et maquille mes contemporaines, je n'ai pas encore rencontré une femme de 50 ans qui fût découragée, ni une sexagénaire neurasthénique. C'est parmi ces championnes qu'il fait bon tenter et réaliser des miracles de maquillage. Où sont les rouges d'antan et leur âpreté de groseille, les blancs ingrats, les bleus enfants de Marie? Nous détenons des gammes à enivrer un peintre. L'art d'accommoder les visages, l'industrie qui fabrique les fards remue presque autant de millions que la cinématographie. Plus l'époque est dure à la femme, plus la femme fièrement s'obstine à cacher qu'elle en pâtit. Des métiers écrasants arrachent à son bref repos avant le jour celle qu'on nommait frêle créature. Héroïquement dissimulée sous son fard mandarine, l'œil agrandi, une petite bouche rouge peinte sur sa bouche pâle, la femme récupère, grâce à son mensonge quotidien, une quotidienne dose d'endurance et la fierté de n'avouer jamais. Je n'ai jamais donné autant d'estime à la femme, autant d'admiration, que depuis que je la vois de tout près, depuis que je tiens, renversé sous le rayon bleu métallique, son visage sans secret, riche d'expression, varié sous ses rides agiles ou nouveau et rafraîchi d'avoir quitté un moment sa couleur étrangère. Ô lutteuse, c'est de lutter que vous restez jeune. Je fais de mon mieux, mais comme vous m'aidez. Lorsque certaines d'entre vous me chuchotent leur âge véritable, je reste éblouie. L'une s'élance vers mon petit laboratoire comme à une barricade. Elle est mordante, populacière, superbe. Au boulot, s'écrie-t-elle. J'ai une vente difficile. S'agit d'avoir 30 ans aujourd'hui et toute la journée. De son valeureux optimisme, il arrive que je passe, le temps d'écarter un rideau, à l'une de ces furtives jeunes filles qui ont du lévrier, le ventre creux, l'œil réticent et velouté, et qui parlent peu, mais parcourent d'un doigt expert le clavier des fards. Celui-là, et puis le truc à yeux, et la poudre foncée, ah, et puis... C'est moi qui les arrête. Et qu'ajouterez-vous quand vous aurez mon âge? L'une d'elles leva sur mon visage un long regard désabusé. Rien. Si vous croyez que ça m'amuse, mon rêve, c'est d'être maquillée une fois pour toutes, pour la vie. Je me maquille très fort, de manière à avoir la même figure dans 20 ans. Comme ça, j'espère qu'on ne me verra pas changer.
Un de mes grands plaisirs, c'est la découverte. On ne croirait jamais que tant de visages féminins de Paris restent jusqu'à l'âge mûr tels que Dieu les créa. Mais vient l'heure dangereuse et une sorte de panique, l'envie non seulement de durer, mais de naître. Vient la mer, le tardif printemps des cœurs, et sa force qui déplace les montagnes. Est-ce que vous croyez que... Oh, il n'est pas question pour moi de me changer en jeune femme, bien sûr, mais tout de même je voudrais essayer. J'écoute, mais surtout je regarde. Une grande paupière brune, un œil qui s'ignore, une joue romaine, un peu large mais ferme encore, tout ce beau terrain à prospecter, à éclairer. Enviez-moi, j'ai de belles récompenses après le maquillage, le soupir d'espoir, l'étonnement, l'arrogance qui point, et ce coup d'œil impatient vers la rue, vers l'effet que ça fera, vers le risque. Pendant que j'écris, ma fille est toujours là. Elle lit, et sa main va d'une corbeille de fruits à une boîte de bonbons. C'est une enfant d'à présent. L'or de ses cheveux en suis-je tout à fait responsable? Elle a eu un teint de pêche clair avant de devenir, en dépit de l'hiver, un brugnon très foncé, sous une poudre aussi rousse que le pollen des fleurs du sapin. Elle sent mon regard, y répond malicieusement, et lève vers la lumière une grappe de raisin, noire sous son brouillard bleu de pruine impalpable. Lui aussi, dit-elle, il est poudré. Amour, 26 août 1933. Le rouge-gorge triompha. Puis il alla chanter sa victoire à petits cris secs, invisibles au plus épais du marronnier. Il n'avait pas reculé devant la chatte. Il s'était tenu suspendu dans l'air, un peu au-dessus d'elle, en vibrant comme une abeille, cependant qu'il lui jetait, par éclats brefs, des discours intelligibles à qui connaît la manière outrecuidante du rouge-gorge et sa bravoure. Insensé! Tremble! Je suis le rouge-gorge! Oui, le rouge-gorge lui-même! Un pas de plus, un geste vers le nid où couve ma compagne, et de ce bec je te crève les yeux! Prête à intervenir, je veillai. Mais la chatte sait que les rouge-gorges sont sacrés. Elle sait aussi qu'à tolérer une attaque d'oiseau, un chat risque le ridicule. Elle sait tant de choses. Elle battit de la queue comme un lion, frémit du dos, mais céda la place au frénétique petit oiseau, et nous reprîmes toutes deux notre promenade du crépuscule. Promenade lente, agréable, fructueuse. La chatte découvre, et je m'instruis. Pour dire vrai, elle semble découvrir. Elle fixe un point dans le vide, tombe en arrêt devant l'invisible, sursaute à cause du bruit que je ne perçois pas. Alors c'est mon tour, et je tâche d'inventer ce qui la tient attentive. À fréquenter le chat, on ne risque que de s'enrichir. Serait-ce par calcul que, depuis un demi-siècle, je recherche sa compagnie? Je n'eus jamais à le chercher loin. Il n'est sous mes pas. Chat perdu, chat de ferme traqueur et traqué, maigri d'insomnie, chat de librairie embaumé d'encre, chat des crèmeries et des boucheries bien nourri mais transi, les plantes sur le carrelage, chat poussif de la petite bourgeoisie enflé de mou, heureux chat despote qui régnait sur Claude Farrère, sur Paul Morand et sur moi. Tous vous me rencontrez sans surprise, non sans bonheur. Qu'entre 100 chats elle témoigne un jour en ma faveur, cette chatte errante et affamée qui se heurtait en criant à la foule que dégorge le soir le métro d'Auteuil. Elle me démêla, me reconnut. Enfin, toi, comme tu as tardé, je n'en puis plus. Où est ta maison? Va, je te suis. Elle me suivit, si sûre de moi que le cœur m'en battait. Ma maison lui fit peur d'abord, parce que je n'y étais pas seule, mais elle s'habitua et y resta 4 ans jusqu'à sa mort accidentelle. Loin de moi de vous oublier, chien chaleureux, meurtri de peu, pensé de rien, comment me passerais-je de vous? Je vous suis si nécessaire. Vous me faites sentir le prix que je vaux. Un être existe donc encore pour qui je remplace tout? Cela est prodigieux, réconfortant, un peu trop facile. Mais cachons-le, cet être aux yeux éloquents, cachons-le dès qu'il subit ses amours saisonnières et qu'un lien douloureux rive la femelle au mâle. Vite, un paravent, une bâche, un parasol de plage, et par surcroît, allons-nous-en. Et ne revenons pas de 8 jours, au bout desquels il ne la reconnaîtra même pas. L'ami de l'homme est rarement l'ami du chien.
J'en sais plus sur l'attachement qu'il me porte et sur l'exaltation qu'il y puise que sur la vie amoureuse du chien. C'est que je préfère, entre 10 races qui ont mon estime, celle à qui les chances de maternité sont interdites. Il arrive que la terrière brabançonne, la bouledogue française, type camard à crâne volumineux qui périssent souvent en mettant bas, renonce d'instinct aux voluptueux bénéfices semestriels. 2 de mes chiennes bouledogues mordaient les mâles, et ne les acceptaient pour partenaires de jeu qu'en période d'innocence. Une caniche, trop subtile, refusait tous les partis et consolait sa stérilité volontaire en feignant de nourrir un chiot en caoutchouc rouge. Oui, dans ma vie il y a eu beaucoup de chiens, mais il y a eu le chat. À l'espèce chat, je suis redevable d'une certaine sorte honorable de dissimulation, d'un grand empire sur moi-même, d'une aversion caractérisée pour les sons brutaux et du besoin de me taire longuement. Cette chatte, qui vient de poser en gros premier plan dans le roman qui porte son nom, La chatte du rouge-gorge, je ne la célèbre qu'avec réserve, qu'avec trouble, car si elle m'inspire, je l'obsède. Sans le vouloir, je l'ai attirée hors du monde félin. Elle y retourne au moment des amours, mais le beau matou parisien, l'étalon qui va en ville pourvu de son coussin, de son plat de sciure, de ses menus et de sa facture, que fait de lui ma chatte? Le même emploi que du sauvage essorillet qui passe au champ par le trou de la haie? Un emploi rapide, furieux et plein de mépris. Le hasard unit à des inconnues cette indifférente. De grands cris me parviennent, de guerre et d'amour, cris déchirants comme celui du grand-duc qui annonce l'aube. J'y reconnais la voix de ma chatte, ses insultes, ses feulements, qui mettent toutes choses au point et humilient le vainqueur de rencontre. À la campagne, elle récupère une partie de sa coquetterie, elle redevient légère, gaie, infidèle à plusieurs mâles auxquels elle se donne et se reprend sans scrupule. Je me réjouis de voir qu'elle peut encore, par moments, n'être qu'une chatte et non plus la chatte, ce vif et poétique esprit absorbé dans le fidèle amour qu'elle m'a voué. Entre les murs d'un étroit jardin d'Île-de-France, elle s'ébat, elle s'abandonne, elle se refuse aussi. L'intelligence a soustrait son corps aux communes frénésies. Elle est de glace lorsque ses pareils brûlent. Mais elle appelait rêveusement l'amour il y a 3 semaines sous des nids déjà vides, parmi les chatons nés 2 mois plus tôt, et mêlait ses plaintes aux cris des mésangeaux gris. L'amour ne se le fit pas dire 2 fois. Vint le vieux conquérant rayé, aux canines démesurées, sec, chauve par place, mais doué d'expérience, d'une décision sans seconde et respecté même de ses rivaux. Le jeune rayé le suivait de près, tout resplendissant de confiance et de sottise, large du nez, bas du front et beau comme un tigre. Sur la tuile faîtière du mur parut enfin le chat de ferme, coiffé en bandeau de 2 taches grises sur fond blanc sale, avec un air mal éveillé et incrédule. Rêvais-je? Il m'a semblé qu'on me mandait d'urgence. Tous 3 entrèrent en lice, et je peux dire qu'ils en virent de dur. La chatte eut d'abord 100 mains pour les gifler, 100 petites mains bleues, véloces, qui s'accrochaient aux toisons rases et à la peau qu'elle couvrait. Puis elle se roula en forme de 8. Puis elle s'assit entre les 3 matous et parut les oublier longuement. Puis elle sortit de son rêve hautain pour se percher sur un pilier au chapiteau effrité, d'où sa vertu défiait tous les assaillants. Quand elle daigna descendre, elle dévisagea les 3 esclaves avec un étonnement enfantin, souffrit que l'un d'eux, du museau, baisât son museau ravissant et bleu. Le baiser se prolongeant, elle le rompit par un cri impérieux, une sorte d'aboiement de chat intraduisible, mais auquel les 3 mâles répondirent par un saut de recul. Sur quoi la chatte entreprit une toilette minutieuse, et les 3 ajournés se lamentèrent d'attendre. Même ils firent mine de se battre pour passer le temps autour d'une chatte froide et sourde. Enfin, renonçant aux mensonges et aux jeux, elle se fit cordiale, s'étira longuement, et d'un pas de déesse rejoignit le commun des mortels. Je ne restai pas là pour savoir la suite. Encore que la grâce féline sorte indemne de tous les risques, pourquoi la soumettre à la suprême épreuve? J'abandonnai la chatte à ses démons, et retournai l'attendre au lieu qu'elle ne quitte ni de jour ni de nuit, quand j'y travaille lentement et avec peine,
La table où assidue, muette à miracle, mais résonnante d'un sourd murmure de félicité, j'y veille où repose sous ma lampe la chatte mon modèle, la chatte mon amie. Un rêve. 2 décembre 1933. Je rêve. Fond noir enfumé de nues d'un bleu très sombre, sur lequel passent des ornements géométriques, auxquels manque toujours un fragment, soit du cercle parfait, soit de leurs 3 angles, de leur spirale rehaussée de feu, fleurs flottantes sans tiges ou sans feuilles, jardins inachevés, partout règne l'imperfection du songe, son atmosphère de supplique, d'attente et d'incrédulité. Point de personnage, silence, puis un aboiement triste, étouffé. Moi en sursaut, qui aboie? Une chienne. Moi? Moi. Qui, toi? Une chienne? Elle. Non, la chienne. Moi, bien sûr, mais quelle chienne? Elle, avec un gémissement réprimé. Il y en a donc une autre? Quand je n'étais pas encore l'ombre que me voici, tu ne m'appelais que la chienne, je suis ta chienne morte. Moi, oui, mais quelle chienne morte? Pardonne-moi. Elle, je te pardonne si tu devines, je suis celle qui a mérité de revenir. Moi, sans réfléchir. Ah, je sais, tu es Nell, qui tremblait mortellement au plus subtil signe de départ et de séparation, qui se couchait sur le linge blanc dans le compartiment de la malle et faisait une prière pour devenir blanche, afin que je l'emmenasse sans la voir. Ah, Nell, nous avons bien mérité qu'une nuit enfin te rappelle du lieu où tu gisais. Un silence. Les nues bleues sombres cheminent sur le fond noir. Elle, d'une voix plus faible. Je ne suis pas Nell. Moi, pleine de remords. Oh, je t'ai blessée. Elle. Pas beaucoup. Bien moins qu'autrefois, quand d'une parole, d'un regard, tu me consternais. Et puis, tu ne m'as peut-être pas bien entendu. Je suis la chienne, te dis-je. Moi, éclairée soudain. Oui, mais oui, la chienne, où avais-je la tête? Celle de qui je disais en entrant, la chienne est là, comme si tu n'avais pas d'autre nom, comme si tu ne t'appelais pas Lola. La chienne qui voyageait avec moi toujours, qui savait de naissance comment se comporter en wagon, à l'hôtel, dans une sordide loge de music-hall. Ton museau fin tourné vers la porte, tu m'attendais, tu maigrissais de m'attendre. Donne-le ton museau fin que je ne peux pas voir. Donne que je le touche, je reconnaîtrai ton pelage entre 100 autres. Un long silence. Quelques-unes des fleurs sans tiges ou sans feuilles s'éteignent. Où es-tu? Reste, Lola. Elle, d'une voix à peine distincte. Hélas, je ne suis pas Lola. Moi, baissant aussi la voix. Tu pleures? Elle de même. Non. Dans le lieu sans couleur où je n'ai pas cessé de t'attendre, c'en est fini pour moi des larmes. Tu sais, ces larmes pareilles aux pleurs humains et qui tremblaient sur mes yeux couleur d'or. Moi l'interrompant. D'or? Attends, d'or cerclé d'or plus sombre et pailleté? Elle avec douceur. Non, arrête-toi. Tu vas encore me nommer d'un nom que je n'ai jamais entendu. Et peut-être qu'au loin des ombres de chiennes couchées tressailliraient de jalousie, se lèveraient et gratteraient le bas d'une porte qui ne s'ouvre pas cette nuit pour elle. Ne me cherche plus. Tu ne sauras jamais pourquoi j'ai mérité de revenir. Ne tâtonne pas de ta main endormie dans l'air noir et bleu qui me baigne. Tu ne rencontreras pas ma robe. Moi, anxieuse. Ta robe couleur de froment? Elle. Chut. Je n'ai plus de robe. Je ne suis qu'une ligne, un trait sinueux de phosphore, une palpitation, une plainte perdue, une quêteuse que la mort n'a pas mise en repos, le reliquat gémissant enfin de la chienne entre les chiennes, de la chienne, moi criant Reste, je sais, tu es. Mais mon cri m'éveille, dissout le bleu et le noir insondable, les jardins inachevés, crée l'aurore et éparpille, oubliées, les syllabes du nom que porta sur la terre, parmi les ingrats, la chienne qui mérita de revenir. La chienne. Et voilà comment finit Sido, suivi de Lévry de la vigne de Colette. Alors, quelle est la nouvelle que vous avez préférée parmi toutes ces nouvelles?
les nouvelles qui parlaient de sa famille, de ses amis, de ses amantes, de ses disputes, de ses animaux, de la description de la nature qu'elle faisait. Moi, je trouve qu'elle décrivait vraiment très bien la nature, les odeurs, les reflets des feuilles, les couleurs, le frémissement du vent, etc. Je trouve que franchement, on s'y croyait quand elle décrivait des paysages, des atmosphères comme ça. Et ma nouvelle préférée, c'était Toby Chien parle, où elle fait parler ses animaux entre eux, pour décrire une situation qu'elle vit. Je trouve ça vraiment très original parce qu'en fait, elle aurait pu dire cher journal, blablabli, blablabla, voici ce qui m'arrive en ce moment, ou bien dire cher amie, mademoiselle machin, voici ce qui m'est arrivé, j'ai découvert que mon mari me trompait, on me critique dans la presse, c'est horrible, et non, elle fait parler ces animaux et on découvre du coup peu à peu à travers leur dialogue de bêtes qui ne comprennent pas tout du coup tout de suite les us et coutumes humains et qui comprennent pas tout de suite ce qui lui arrive. Mais nous, on comprend ce qui lui arrive. La chatte aussi mieux que le chien, mais j'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce que j'ai trouvé sa présentation, sa tournure très originale. Et c'était aussi un moment de sa vie qui était quand même assez important. Sachant qu'en fait, cette amie à qui elle adresse cette nouvelle, en fait, c'est l'amie avec laquelle son mari l'a trompée. Et après leur divorce, c'est elle que son mari a épousée. Donc en fait, au lieu de lui faire un scandale, cher ami, je suis révoltée par votre conduite, vous m'avez piqué mon mari, etc. Elle lui fait parvenir cette nouvelle et elle lui fait comprendre par l'intermédiaire de ces animaux qu'elle a compris ce qui se passait en fait. Et je trouve ça très intelligent. Au lieu de faire un scandale, elle lui exprime ce qu'elle a pu ressentir en tant que son amie pour la faire culpabiliser en fait. Je trouve ça très intelligent d'avoir tourné ça comme ça. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a quand même l'air de pas mal se moquer ou critiquer ses amis ou ses collègues de travail, leur coquetterie, leur superficialité, etc. Alors que c'est un milieu qu'elle veut elle-même fréquenter. Elle veut aller dans ces endroits-là, elle veut fréquenter ces gens-là, et pourtant elle se moque d'eux ou elle a comme un genre de mépris ou de critique envers eux, alors qu'en fait, ben, elle est comme eux, vu qu'elle veut les fréquenter et ce sont ses amis. Donc je trouve ça un peu bizarre quand même. Mais bon, voilà, c'est sa personnalité. On a fini ce livre. C'est le premier gros livre que je finis sur cette chaîne. Et voilà, et je suis contente et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et à bientôt pour la découverte ou la redécouverte d'autres livres.